Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. C'est Frédéric Pechnard, qui est, vous savez, candidat sur la liste LR aux élections européennes. Il sera notre invité en direct tout à l'heure. Puis troisième partie avec Territoire Sénat et l'actualité sénatoriale et parlementaire. Voilà, tout de suite c'est le JT des territoires réalisé avec les télés locales de France et le réseau Via Télévision. A tout de suite, on s'y retrouve. On commence ce JT des territoires en Occitanie où les promesses de dons pour la rénovation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris font grincer des dents. Certaines associations sont mécontentes. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a répondu à la polémique après avoir été interpellée. Regardez ce reportage d'Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie, notre partenaire sur place. Notre-Dame de la Discorde. En Occitanie, les promesses de dons pour la rénovation de la cathédrale font grincer des dents certaines associations. A-t-on entendu Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse faire des appels à la région Occitanie ou à Toulouse Métropole pour contribuer à Notre-Dame de Paris? Pas que je sache. Donc je pense qu'il n'y avait pas nécessité forcément que les collectivités locales s'engagent là-dessus. Peut-être d'abord, et je pense surtout à la mairie de Toulouse, penser aux Toulousains et au patrimoine toulousain avant de penser au patrimoine parisien. Comme le DAL 31, 9 associations et collectifs de soutien aux personnes dans le besoin ont lancé une pétition en ligne. Ils demandent à ce que la somme d'argent des collectivités consacrées à Notre-Dame de Paris soit reversée aux secteurs sanitaires et sociaux en Occitanie. Ce samedi, Carole Delga, en visite sur le marché de Sommières dans le Gard, a répondu à la polémique interpellée par un passant. Quand vous avez certains qui disent qu'il faut que l'argent reste uniquement en Occitanie, mais si il y avait eu le même raisonnement pour les sinistrés de l'Aude, il y a beaucoup de personnes qui seraient encore dans des campings. Et parce qu'il y a eu la solidarité française, eh bien, on a réussi à reloger les gens, à faire en sorte qu'il y ait eu beaucoup de dons pour acheter des meubles, ainsi de suite. La région Occitanie s'est engagée à verser 1,5 million d'euros pour aider à reconstruire Notre-Dame incendiée. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi dans les Hauts-de-France où le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans à 11%. Une embellie due notamment au boom des créations d'entreprises. Alors quels sont les secteurs qui recrutent? Les explications de Sébastien Ambert de Weo TV dans le Nord, notre partenaire. Cette start-up lilloise est spécialisée dans les objets connectés pour l'agriculture. Et il y a 3 ans, ils étaient 3, désormais ils sont 30 salariés et ça n'est pas fini. On cherche 15 personnes d'ici la fin de l'année. Ça va être sur des sujets techniques, des développeurs qu'on va venir chercher. Ça va être sur une équipe ici support qu'on va venir compléter parce que c'est un enjeu très important pour nous, la relation client. La start-up lilloise est hébergée à Euratechnologies dans une ancienne usine textile de Lille. Clin d'œil au passé industriel de la ville, des entreprises qui grossissent à vue d'œil. Mathieu vient d'être embauché comme responsable marketing. Tout ça, ça dégage une saine émulation qui fait progresser les entreprises. Il y a beaucoup d'échanges entre elles. Donc oui, c'est vraiment un terreau qui est très très favorable au développement de ces entreprises. Comment expliquer le phénomène? D'abord, un boom de la création d'entreprises, plus 11,8% en un an. Et puis des secteurs qui recrutent, comme le numérique, l'hôtellerie, l'automobile ou l'industrie. À 35 km de Lille, ces 2 frères prennent possession de leurs nouveaux locaux. Ils ont transformé la boutique familiale en champion du e-commerce et vendent désormais sur Internet du matériel de jardin. Ils ont embauché 12 personnes. Aujourd'hui, avec la fermeture des petits commerces, justement, nous sommes là en liaison, c'est-à-dire des zones où il n'y a plus de commerçants pour vendre de certains produits. Alors nous sommes là avec Internet aujourd'hui, on pallie à ce manque. Et ici, en Flandre intérieure, le taux de chômage n'est plus que de 7%, un record. Là, on aménage des parcelles pour accueillir de nouvelles entreprises. On est en train de terminer l'aménagement de cette zone d'activité parce que nous avons tellement de demandes que nous réinterrogeons sans arrêt pour voir si la taille de nos parcelles correspond. Et le mois dernier, c'est l'usine Toyota à Onin qui annonçait l'embauche de 800 CDD. Certes, 11% de taux de chômage, c'est un record, mais la région est encore loin du niveau national qui est de 8,8%. Igloo, c'est le nom d'un projet d'insertion par le logement et l'emploi développé par la métropole nantaise. Le concept est le suivant, permettre à des personnes fragiles de se réinsérer dans la société en participant à la construction de leurs propres logements sociaux. Après une première réalisation pour 6 ménages en 2014, ce sont 7 nouveaux logements qui se sont réalisés et qui ont été finalisés. Un reportage de nos partenaires de Télé Nantes, regardez.
Dernier coup de pinceau pour les futurs locataires de la rue de Metz. Comme le prévoit le contrat qu'ils ont passé avec Nantes Métropole Habitat, ces derniers consacrent 3 jours par semaine à l'ensemble du chantier du collectif. L'objectif, c'est d'accompagner un public très fragile, pas forcément dans une formation professionnelle, mais que le chantier, pour la réalisation de leur futur logement, soit un plus, soit un facteur de réintégration sociale globale. Donc ça va le fait de respecter des simples horaires de travail, de respecter un employeur, de respecter un planning, un cahier des charges. Pour ce projet Igloo 2, la ville et les partenaires sociaux ont retenu 7 familles, des familles fragiles ou éloignées de l'emploi. Il fallait des personnes qui en fait présentaient plusieurs problématiques, donc problématiques de logement, problématiques sociales et professionnelles. Des gens qui étaient un petit peu éloignés de l'emploi, qui avaient des difficultés de logement, qui n'arrivaient pas trop à s'en sortir, on va dire. Les ménages sélectionnés ont été associés à toutes les phases du projet, notamment auprès des architectes dans l'élaboration de leur futur logement, car ces espaces sont aussi adaptés à leur profil. Donc les logements, ils sont pensés pour répondre à des besoins propres au fait de retrouver le fait d'habiter dans du logement, de ne pas être soit en foyer, soit à la rue, soit dans un squat, et donc de retrouver une confiance dans le fait d'habiter dans un logement tout seul. Donc l'organisation des logements est très spécifique pour ça, dans le fait de pouvoir avoir des facilités à aller dehors, le fait de pouvoir se croiser entre habitants, entre voisins, et donc d'avoir une notion de collectif au sein de ces logements individuels. Le coût de l'opération sur le volet construction est d'1 057 000 €, financé par Nantes Métropole Habitat, l'État et Nantes Métropole. À noter que cette démarche Igloo est amenée à se développer dans les années à venir. Et maintenant dans ce JT, quand artisanat et technologie fonctionnent ensemble. La Chambre des métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la ville de Carros ont inauguré le nouvel espace Fab Lab dans la zone artisanale de la Grave. Un atelier qui permettra aux artisans d'utiliser des outils dernier cri, vous allez le voir. Découverte de ce reportage de Rémi Chauveau-Siabrieni sur cette zone. Découpe laser, fraiseuse numérique ou encore imprimante 3D, des machines onéreuses désormais à la disposition des artisans et entreprises d'art. Ces outils dernier cri sont regroupés ici dans ce tout nouveau Fab Lab inauguré dans la zone artisanale de Carros. Cet atelier offrira des services dédiés à la création et au prototypage. Cet outil va leur permettre de mettre en œuvre des œuvres qu'il est difficile de réaliser dans les entreprises parce que, comme vous pouvez le constater, ce sont des machines-outils de haute technologie et qui permettent des fabrications particulières, qui coûtent extrêmement cher, et les artisans d'art ne peuvent pas tous avoir ce type de machine qui prend aussi énormément de place dans leur atelier. Le Fab Lab sera intégré dans un espace appelé Artilab, composé de bureaux administratifs. Cette offre de service était très demandée et attendue dans le secteur. Concrétisation d'un projet européen mené par la Chambre de métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en collaboration avec la ville de Carros. Elodie est artisane depuis 2 ans et demi. Son activité consiste à créer et fabriquer des objets en carton. Grâce à l'ouverture du Fab Lab, elle pourra utiliser quand elle le voudra cette découpe laser. Une machine onéreuse estimée à près de 30 000 €. C'est une très bonne chose, ça va me permettre d'utiliser des outils que je ne peux pas m'offrir, donc c'est intéressant. Ça va me permettre de gagner du temps et d'avoir de la précision dans ma découpe, puisqu'actuellement je découpe le carton au cutter, ce qui m'oblige à passer du temps, et c'est des découpes un peu moins précises que ce que la machine peut faire. Donc ça va me faire gagner du temps et de la précision. Chaque jour, artisans ou entreprises seront renseignés par la Fab Manager du service, Elisabeth. Son rôle consiste à les aider dans leurs projets professionnels. Je permets aux gens de trouver des réponses à leurs questions, soit par rapport à un projet, une idée, concrétiser une idée, soit de croiser leurs compétences, c'est-à-dire de faire rencontrer les gens, de les mettre en réseau, d'échanger sur ce qu'ils ont envie de produire ou de prototyper. L'atelier Fab Lab est ouvert du lundi au vendredi. Une adhésion est possible à l'année, comptez 80 €. Les tarifs pour la location dépendent de la machine utilisée.
Pour les outils numériques par exemple, comptez 2 à 8 € le quart d'heure. Voilà, reportage d'Azur TV présidé par Hervé Reynaud. On a beaucoup parlé de cette mesure phare voulue par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Nantes expérimente donc les petits déjeuners gratuits à l'école et c'est l'une des 8 académies choisies pour expérimenter la mesure de ces petits déjeuners qui est retenue. Le principe, offrir ce premier repas de la journée plusieurs fois par semaine aux élèves de primaire. En Loire-Atlantique, 12 écoles sont concernées, dont l'établissement Jacques-Yves Cousteau à Marchecoul. Un reportage de Télénantes, notre partenaire sur place. Du lait, des fruits et du pain, tout est prêt pour accueillir ses élèves de CP pour le petit déjeuner. Sucré ou salé, Alifa a fait son choix. Des pommes et du pain et du lait. Dans cette école primaire de Machecou, ce repas est proposé 2 fois par semaine pour les classes de CP, CE1 et CE2. En Loire-Atlantique, 12 établissements scolaires expérimentent depuis début avril l'opération petit déjeuner gratuit à l'école. L'État finance ces petits déjeuners gratuits, c'est mis en place en lien avec la ville et puis avec l'équipe dans les écoles. Ça s'adresse prioritairement à l'éducation prioritaire ou aux secteurs dans lesquels on a repéré qu'un certain nombre d'élèves ne prennent pas de petit déjeuner. Dans cette école, la directrice avait fait une enquête montrant que 60 élèves ne prenaient rien le matin. Un nombre important qui n'est pas sans conséquence. L'absence de petit déjeuner entraîne souvent un manque de concentration chez les élèves. L'objectif est surtout de sensibiliser les enfants par rapport à ce repas qui est le plus important de la journée et qui est important dans le sens où s'ils ne le prennent pas, eh bien, ils ne seront pas suffisamment attentifs en classe. Et leur apprendre aussi, parce qu'il y a un aspect pédagogique dans l'histoire, c'est qu'on les sensibilise aussi à l'équilibre alimentaire. Donc on travaille aussi en parallèle sur les groupes d'aliments et sur un petit déjeuner équilibré. Aujourd'hui à l'essai, cette initiative est appelée à se pérenniser durant la prochaine année scolaire. À terme, elle devrait bénéficier à 100 000 élèves sur l'ensemble du territoire national. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. On démarre avec ce sujet d'actualité du jour qui nous préoccupe tous. C'est à la une de Ouest France, le plus grand quotidien français, c'est la biodiversité qui est menacée. L'alerte, enfin, peut-être écoutée. C'est un de ces chiffres que l'on n'oublie pas. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Emmanuel Macron a annoncé hier, après le rapport alarmant des experts de l'ONU sur la biodiversité, une série d'actions dont la lutte contre le gaspillage alimentaire, la production de déchets et le plastique, ainsi qu'un changement profond des modes de production. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité même d'avoir une terre habitable, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a annoncé une extension des aires maritimes et terrestres pour lutter contre l'artificialisation des sols. On verra tout à l'heure. Dans la météo des territoires, il fait toujours froid et à la une de l'Alsace, ce sont des feux de paille pour protéger la vigne car il gèle. Des bottes de paille en feu pour sauver les vignes. Depuis plusieurs jours, la France a froid et les viticulteurs craignent pour leurs vignes. Le gel menace, notamment en Alsace, où on allume des bottes de paille pour protéger justement les cultures. La fumée doit maintenir la chaleur au sol et protéger les bourgeons des premiers rayons du soleil. Ce n'est pas le gel lui-même qui peut détruire les raisins, c'est l'effet loupe qui prend sur les baies au lever du jour quand apparaissent les premiers rayons du soleil. Alors, à Paris, il n'y a plus de stations d'essence, ou très peu. On en parlera tout à l'heure avec Gaëtan Bossard dans le club de la presse du Parisien qui est avec nous. Mais à la une du Télégramme, c'est jusqu'où vont monter les prix à la pompe. Les prix des carburants flambent à nouveau depuis le début de l'année. Les prix tutoient à nouveau les sommets. Pourquoi cette nouvelle flambée? La faute tout d'abord au prix du pétrole depuis le début de l'année. Un contexte géopolitique tendu, un euro faible face au dollar ont largement renchéri les cours du baril du brut. Les automobilistes demandent au gouvernement d'intervenir en baissant le niveau de taxes. Voilà, le chef de l'État fête aujourd'hui les 2 ans de son élection. C'est un bilan, un vrai bilan de Macron à la une de la Dépêche ce matin. 2 années tumultueuses, marquées notamment par le mouvement des Gilets jaunes. À ce stade, les Français sont mitigés. Si certains le critiquent pour ses réformes, d'autres attendent de voir la suite. Emmanuel Macron a-t-il changé durant ces 2 ans? Que retenir de son bilan à mi-parcours? Comment le président compte relancer le quinquennat? À lire donc dans la Dépêche du midi. Et vous retrouvez donc tout à l'heure pour l'actualité sénatoriale. Saveria, merci. On passe au club de la presse. Sébastien Fournier, Gaëtan Bossard sont avec nous tout de suite.
vais m'arrêter sur vous, Gaëtan Bossard, parce qu'on vient de parler donc, des prix à la pompe. Faut-il encore qu'il y ait des pompes? On y reviendra tout à l'heure avec vous, car dans Le Parisien, édition Hauts-de-France, d'ailleurs, page transport, vous décrivez que les stations-service parisiennes doivent se réinventer. Effectivement, il n'y en a plus. Donc, il y en a très peu. En tout cas, on parlera tout à l'heure avec vous. Sébastien Fournier, il s'agit aussi de voitures avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous représentez Objectif Métropole de France, magazine trimestriel, régulièrement sur ce plateau. Alors, vous, j'allais dire, il n'y a pas qu'à Paris où il y a des problèmes de circulation catastrophiques. Vous nous parlez de la métropole de Lille, et c'est Roubaix, la ville de Roubaix qui se rebiffe là aussi. Oui. Comme les Parisiens. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à Lille, la métropole de Lille a mis en place, comme dans nombreuses grandes villes, une zone de circulation restreinte en cas de pic de pollution. L'idée, c'est évidemment de lutter contre la pollution aux particules fines. Roubaix vient d'envoyer, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, a envoyé un courrier au président de la métropole de Lille pour lui dire qu'il ne voulait pas mettre en place ce type de solution parce que pour lui, il considère la chose antisociale. Alors il a envoyé dans son courrier quand même, il a dit dans son courrier des choses assez fortes, assez violentes même. Le dispositif proposé est à la fois insuffisant, inefficace, incohérent et par-dessus tout antisocial. C'est vrai, c'est l'argument principal qu'il avance. Il dit en gros, ça va pénaliser surtout les foyers modestes, puisque l'idée, c'est évidemment, pour ces zones de circulation restreinte, de faire circuler des voitures qui sont évidemment moins polluantes. Celles qui sont polluantes, elles n'ont pas le droit de circuler. Donc il faut changer de véhicule, et ça coûte de l'argent. À Roubaix, c'est vrai qu'il y a un taux de pauvreté très important, 43%, c'est pas rien, donc ça va coûter de l'argent. Et là, le maire dit non, moi je ne veux pas mettre en place ce type de mesures. Il propose d'ailleurs des choses complémentaires, ce que fait d'ailleurs la métropole du Grand Paris, c'est d'accompagner le changement de véhicule avec une prime de 5 000 €, qui s'ajoute évidemment à la prime de conversion de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces embouteillages dans les centres-villes? Vous l'évoquez très souvent. Alors Paris, nous, on travaille à Paris, donc on s'en rend compte, mais visiblement, c'est le cas aussi un peu partout maintenant dans les métropoles. Il y a quoi? Il y a un combat entre les élus qui veulent rendre les villes plus propres, écologiquement plus propres, et puis les gens qui travaillent quand même encore avec les voitures et qui n'entendent pas qu'on leur réponde travailler avec les services de mobilité type bus, type métro quand il y en a, ou tramway. Il y a des gens qui veulent conserver leur voiture. Il y a des gens qui veulent conserver leur voiture et qui n'ont pas... Et à juste titre, non? Et qui n'ont pas d'autre choix. Qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture particulière. Quand vous avez un emploi qui est situé à quand même quelques dizaines de kilomètres de votre domicile, où il n'y a pas spécialement un service de transport alternatif, c'est-à-dire des transports en commun, vous n'avez pas d'autre choix. Vous êtes obligé d'utiliser la voiture. Donc c'est vrai qu'il faut un accompagnement, mais il faut surtout développer au maximum, et c'est tout l'enjeu justement du grand débat, enfin du post-grand débat, des solutions qui doivent être mises en place dans les territoires pour avoir une offre de transport adaptée à la situation des territoires. Une question, ça va être long, cette transition entre ces villes qu'on veut plus propres, donc sans automobile, et puis ces nouveaux moyens de locomotion, de mobilité, comme on dit aujourd'hui? Ça peut être très long, parce que les infrastructures, c'est quand même des coûts. Aujourd'hui, c'est vrai que la ressource publique, elle est quand même moindre aujourd'hui. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut véritablement aussi s'attaquer à un problème qui est global. Il faut regarder à des échelles bien plus larges, pas simplement sur un territoire donné. Il faut impérativement que les élus d'abord s'entendent pour qu'ils mettent en place des solutions coordonnées. À ce propos, l'empilement là des exécutifs locaux, dont on parle beaucoup, qui sont souvent critiqués, donc alors, les métropoles, les intercommunalités, la région, le département, etc. Est-ce que j'allais dire, tout ça fonctionne ensemble pour aller dans le même sens? Oui, ça fonctionne, mais disons, c'est vrai qu'on a fait des empilements de différentes strates. Avec des responsabilités partagées, Alors oui, des responsabilités qui sont plus ou moins partagées. On a essayé de faire un peu le ménage dans ces compétences avec la fameuse loi NOTRe qui est aujourd'hui fortement critiquée par les élus locaux. Déjà. Oui. D'ailleurs, certains élus disent, mais alors, on a beaucoup parlé de la loi NOTRe, enfin disons de revoir la carte des compétences et puis pendant le grand débat et depuis, conclusion, on n'en entend plus parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai que les choses, elles sont loin d'être réglées. Voilà. Dans Objectif Métropole, la métropole de Lille, Roubaix se rebiffe également. Mais c'est politique aussi. Dans Objectif. L'action est politique. Faut pas.
Pour survivre, les stations-service doivent se réinventer. C'est les pages transport du Parisien ce matin. Se réinventer, oui, quand elles survivent. Oui, on peut inverser le titre. Tout à fait, parce que donc il y a moins en moins de stations-service et dans la métropole du Grand Paris et dans Paris intramuros. Sur la métropole, on est à 400 stations à peu près. Et à Paris, on est passé sous les 100. On a précisément 98 stations-service actuellement recensées. D'où embouteillage à la pompe régulier. Évidemment, d'où embouteillage, vous avez pu constater. Il faut souvent faire la queue pour aller faire le plein maintenant. C'est considérable la réduction. Enfin, c'est un mouvement qui date pas d'hier. C'est engagé depuis longtemps. Sur Paris, il y avait 280 stations-service en 95. Donc ça fait 2 tiers en 20-25 ans. Avec seulement 12% de voitures en moins en 25 ans. Oui. Ce qui est assez peu finalement. Ce qui est peu, mais ce qui fait quand même, enfin sur Paris, on est quand même à un record de 1 personne sur 6, un ménage sur 6 qui n'a plus de voiture aujourd'hui. Donc c'est quand même assez considérable. On parle de Paris intramuros. Donc fatalement, moins de voitures, moins de besoins en carburant, donc moins de stations. Et puis des voitures peut-être un peu plus performantes aussi, peut-être un peu moins consommatrices. Et l'électrique, j'allais dire. Ouais. L'électrique, justement, ça fait partie de la manière de se réinventer. Oui, tout à fait. Ça coûte cher. Ouais, toutes ne sont pas convertibles en stations susceptibles de fournir des bornes électriques, mais une bonne partie le sont. Ça coûte cher, en effet, mais ça fait partie des pistes de réflexion. Là, en l'occurrence, ce qu'on publie, c'est une étude de la Pure qui préconise des solutions pour diversifier ces stations-service. Le carburant reste leur fondamental, évidemment. Les stations-service ne vont pas devenir des supermarchés, je ne sais pas quoi. Elles vendent beaucoup de choses différentes maintenant. Mais voilà, elles ont besoin de varier leur activité. Alors il y a l'histoire des carburants, il faut varier effectivement, il y a l'électrique, mais il y a aussi l'hydrogène, le gaz naturel, etc. Elles planchent même dessus, et puis il y a une diversification des activités. Alors il y a des petits commerces, il y en a déjà qui proposent la restauration rapide, etc. On a même une illustration, alors c'est un clin d'œil, mais avec un système de lavage de chiens, un car wash. Là, la photo est derrière vous d'ailleurs. Voilà, tout à fait, qui n'a pas l'air de très bien marcher, mais il y en a qui se sont installés en région et ça marche mieux. Peut-être que c'est compliqué d'emmener On lave son chien en même temps que sa voiture. C'est une station de lavage de chiens. Ils sont adorables d'ailleurs. Un concept. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je voulais parler des voitures électriques. Le coût de la voiture électrique, ça varie entre 12 000 et 70 000 euros. Vous prenez la Tesla, la voiture, c'est 70 000 euros. C'est autour de... Donc c'est quand même très cher. Alors la prime de conversion de l'État pour changer de véhicule, elle est quand même pas très, très suffisante. Alors cela dit, il n'y a pas que les voitures électriques, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Il y a aussi évidemment même les voitures essence les plus performantes. D'ailleurs, le maire de Roubaix dit, alors ça moi j'ai pas pu vérifier la chose, il aurait fallu que j'appelle un garagiste pour ça, il dit une chose intéressante, à savoir que les véhicules d'ancienne génération qui ne sont pas à injection directe sont moins polluantes en particules fines que les nouveaux véhicules à injection directe. Intéressant, non ? Il faut que vous vérifiez ça, puis faut vous que j'aille vérifier en parler. Ça. Gaëtan Bossard, alors on va vers quelle tendance alors, puisqu'elles doivent se réinventer ces stations? D'abord, est-ce qu'il va y en avoir de moins en moins, ou est-ce qu'on va stopper cette chute? Là, on est toujours dans une pente avec de moins en moins de stations. Après, il y aura toujours besoin. Le problème, c'est que, comme plein de choses en ce moment, en matière de transport notamment, on est dans une période de mutation où tout se transforme. Donc, ces stations-service doivent trouver de nouveaux modèles, proposer de nouveaux carburants, de nouveaux services, peut-être des choses plus low cost, des choses qui peuvent se faire, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra réserver son créneau plus tard par Internet, pour aller faire exemple, pour aller faire son plein, enfin, pas son plein, mais en l'occurrence, la logique voudrait que ça soit pour aller faire sa recharge électrique. Parce qu'il y a un temps d'attente un peu quand même qui est plus long, enfin voilà, ça prend plus de temps de recharger un véhicule électrique que de faire un plein. Donc est-ce qu'on pourra réserver des créneaux horaires dans les stations pour faciliter le service, quoi. Question simple qui vient à l'esprit, et ça dépend de qui, ça qui régule ça? Quels sont puisqu'il y a un empilement de responsabilités, là, c'est quoi? C'est Ville de Paris, c'est Conseil régional d'Île-de-France? Qui décide, par exemple, de l'implantation de stations-service dans une ville, ou de réimplantation? C'est pas un sujet neutre.
Une station-service, c'est vraiment... voilà, ça impacte l'environnement, ça impacte tout le reste. Qui décide ? C'est des responsabilités partagées parce que c'est pas, comme vous dites, c'est pas neutre, c'est une station-service. On ne peut pas l'implanter n'importe où. Il y a aussi l'histoire de l'environnement, des riverains, vous voyez où elles sont implantées. En général, les stations-service, en plus en pleine ville, ça passe moins également. On a vu en région parisienne, j'ai en mémoire une histoire à Antony, dans le sud des Hauts-de-Seine justement, où la fermeture d'une station-service réclamée depuis X temps par des riverains ils ont fait un pot de départ de la station-service qui a été fermée parce que ça générait des nuisances dont ils avaient ras-le-bol, concrètement. En tout cas, le nombre de pompes à Paris est vraiment en chute libre. Je rappelle les chiffres, 280 en 1995, 120 en 2012 et seulement 98 stations en 2018. C'est dans Le Parisien aujourd'hui, dans les pages transport. Merci Gaëtan Bossard. Et dans Métropole Magazine, Objectif Métropole de France, c'est les aéroports, la carte maîtresse des territoires qui est à la une. Merci Sébastien Fournier. On voit d'ailleurs cette une à l'écran. Dans un instant, c'est la météo des territoires. Vous allez voir, ça se radoucit. On se retrouve juste après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est notre invité politique Frédéric Pechnard, candidat de la liste LR aux élections européennes, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va se rendre du côté du reste du monde avec notre partenaire TV5 Monde. On va regarder le rapport sur la biodiversité. Vous savez que l'humanité fait face à ses responsabilités maintenant. 1 million d'espèces menacées, mais des solutions existent. On regarde ça dans un instant. Un squelette qui date du Jurassique, qui a été découvert aux États-Unis et qui est exposé à Bruxelles également dans ce Zap Monde. Et puis l'Irak, vous allez voir, cérémonie de rap islamique. Ce sont des groupes qui se sont formés pour adapter au rap moderne les vers chantés retraçant l'épopée et le martyre des imams et autres figures de l'islam chiite. On se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Jamais autant d'experts ne s'étaient penchés pendant aussi longtemps sur la survie de la biodiversité. 450 intervenants, 3 ans de travail et un constat sur la planète. Une espèce végétale ou animale sur 8 est menacée d'extinction. 5 facteurs expliquent cette menace. En tout premier lieu, l'agriculture intensive et la déforestation, la surexploitation des ressources, la pêche, les mines, mais aussi les dérèglements du climat, les pollutions et la prolifération d'espèces invasives. C'est une découverte rarissime, un squelette aux dimensions hors normes de l'un des plus gros prédateurs du Jurassique. Et c'est exceptionnel, il est particulièrement complet. C'est un grand prédateur qui fait environ 8 mètres de long et 3 mètres au garrot, donc c'était vraiment le top prédateur du Jurassique. Et en plus, il est complet à environ 70%. Tout cela, les paléontologues ne le savaient pas encore quand ils ont découvert ces ossements il y a 5 ans dans l'ouest des États-Unis. C'est une tradition pour l'islam chiite, psalmodier en se frappant la poitrine en rythme pour commémorer le deuil de l'imam Hussein. Une tradition modernisée par de jeunes Irakiens, rappeurs et pratiquants.
Le rap s'est propagé dans la société à cause de la corruption des autorités religieuses qui contrôlent le paysage social et politique. Un rap au flot rapide que les jeunes chiites irakiens ont découvert, comme ils le disent, par l'envahisseur américain pendant la guerre. Rue pavée en petite foulée, Anne Le Petit a toute la panoplie de l'adepte de la course à pied. Basket, tenue de sport et tracker GPS. Et pourtant, contrairement aux apparences, elle ne fait pas son jogging, elle dessine. Là, en fait, tu es en train de courir un dessin ? Et ils sont de plus en plus nombreux à courir après le dessin qui fera le buzz sur les réseaux sociaux. En hommage à Notre-Dame de Paris, un policier français a couru 40 km pour dessiner... Le petit Quasimodo, avec son cœur dans la main qui s'envole. Des œuvres plus ou moins sophistiquées qui fleurissent grâce au système de géolocalisation des applis de running et qui s'exposent sur Instagram, Pinterest ou Twitter. Mais sportif ne veut pas forcément dire artiste. Je vais retourner où j'étais parce que je suis en train de faire de la merde.